Le service du patrimoine profite des célébrations de Mulhouse 800 ans d'histoire pour vous dévoiler un document clé de l'histoire mulhousienne, le livre d'or de la ville de Mulhouse, appelé dans sa version originale de 1850 le Bürgerbuch. C'est en effet de la version française de 1883 que nous allons parler, et plus particulièrement de l'exemplaire issu du fonds Armand Weiss, conservé à la bibliothèque de Mulhouse. Commençons par évoquer son aspect extérieur, cette reliure de demi-chagrin rouge, une peau de chèvre au grain rond et petit. Le plat supérieur est orné d'un décor doré à froid, représentant bien sûr la roue de Mulhouse armoiriée. La page de titre n'est pas moins somptueuse. On découvre la finesse du décor de Louis Schönhaupt pour illustrer le travail d'archiviste de Nicolas Herzam. Nicolas Herzam est en effet très connu dans le paysage mulhousien. Cet archiviste local du XIXe siècle a écrit de nombreux autres ouvrages documentaires, comme l'Hôtel de Ville de Mulhouse. Louis Schönhaupt, quant à lui, est un peintre héraldiste et un dessinateur industriel renommé. Il met son talent au service de l'histoire mulhousienne et en donne à voir l'étendue dès les premières pages, surtout dans cette dédicace à Nicolas Herzam, mort 5 ans avant la publication de l'ouvrage. Le livre d'or de Mulhouse a donc pour but de dresser l'état des lieux des armoiries des familles bourgeoises de l'ancienne République de Mulhouse, soit avant la réunion à la France en 1798. Avant de commencer à parcourir l'ouvrage, précisons que cette vidéo ne prétend pas faire l'histoire de la ville de Mulhouse, mais se limite à faire découvrir un ouvrage ancien, pilier du passé de la cité du Bolwerk. Après des pages laissées vierges afin que le lecteur puisse les personnaliser avec ses propres portraits de famille, les auteurs rentrent dans le vif du sujet. Cet ouvrage est à vrai dire un peu fourre-tout. Pour introduire les quelques 350 pages dédiées aux familles mulhousiennes et à leur blason, ainsi que pour clore l'ouvrage, les multiples facettes de la ville sont présentées sans ordre évident. C'est ainsi que se succèdent une introduction, une préface, des facsimilés de pièces archéologiques ou archivistiques, des illustrations folkloriques et enfin les 161 filiations et blasons. À la fin de l'ouvrage, le lecteur trouvera entre autres un index, des épitaphes, des précisions historiques, le nom des souscripteurs, des plans et cartes, une table des matières. Focalisons-nous maintenant sur les tribus citées dans l'ouvrage. On retrouve ces tribus dès la couverture. Vignerons, tailleurs, bouchers, boulangers, forgerons, agriculteurs. Ces tribus peuvent être aussi appelées corporations ou en alsacien Zünfle. Elles structuraient la ville entière et toutes les professions existantes étaient rattachées à l'une de ces 6. Par exemple, les ecclésiastiques étaient rattachés aux vignerons, comme spécifié par Nicolas Herzam. Chacune avait un drapeau et un autel pour tenir ses assemblées. Les autels sont fidèlement représentés par Schönhaupt et localisés par Herzam en notes. Herzam consacre en effet 3 pages au fonctionnement des tribus. Il nous apprend qu'au XVIe siècle, les tribus avaient des responsabilités militaires et devaient protéger un morceau de rempart. Mais leur fonction est devenue par la suite principalement politique, puisque chaque tribu élisait un Zunftmestre qui participait à l'élection du bourgmestre, pour faire court. Autre focus sur une double page illustrée qui retient tout particulièrement l'attention, celle qui représente le Schwörtag, ou jour du serment. Cet événement non spécifique à Mulhouse a été très représenté dans l'iconographie mulhousienne. Nous en possédons une autre version lithographiée, coloriée à la main après impression. Ce serment était une assemblée, au cours de laquelle le bourgmestre faisait un discours, et les membres des tribus prêtaient allégeance à la cité et à leur corporation, à laquelle ils devaient verser une cotisation. Il est temps à présent de s'intéresser au sujet central du livre, les grandes familles et leurs armoiries. 161 familles, et donc 161 blasons, y figurent. Les pages de texte alternent avec les planches représentant les blasons, le tout classé par ordre alphabétique. Sur les pages de texte, après une courte présentation de la famille, les descendants mâles sont listés avec naissance, alliance et profession quand ces éléments étaient connus. Place à un petit jeu. En sachant que les blasons reprennent souvent un élément du nom de famille dans sa composition, saurez-vous associer ces armoiries familiales au bon propriétaire ?
Intéressons-nous maintenant à quelques célèbres familles mulhousiennes. La famille Dollfuss, que l'on reconnaît au blason représentant un pied beau, un Fuß Doll en allemand, a droit à une longue filiation. On voit au fur et à mesure des descendants Dollfuss que l'étoffe prend une place décisive, jusqu'à arriver au Jean-Henri Dollfuss, né en 1724, qui a cofondé DMC. La présentation de la famille Erzam, de laquelle descend l'auteur même de cet ouvrage, est bien moins longue. On a plaisir à retrouver Nicolas Erzam lui-même à la fin de la liste, qui s'auto-qualifie d'épinglier. La famille Engelmann est très connue des bibliothécaires. En effet, leur descendant le plus illustre, Godefroy, a perfectionné la lithographie et a inventé en 1837 la chromolithographie. Vous pouvez aller voir le dossier sur notre site pour plus de détails. Coquelin est une autre famille connue comme fondatrice de DMC, avec Samuel Coquelin en fin de liste. Parcourir les descendants est aussi l'occasion de constater toutes les alliances entre grandes familles mulhousiennes. La famille Mig est très longuement introduite. Comme elle comporte plusieurs branches, l'auteur se concentre sur la branche mulhousienne. Le dernier, Mathieu Mig, historien et maître de tribu, est celui qui a fait opposition à la réunion de Mulhouse avec la France, comme le rappelle Erzam. Enfin, dernier personnage de l'histoire mulhousienne à nous intéresser, les Sperlin, ou plus exactement l'épouse d'un des descendants, le pasteur Jean Sperlin, qui a en effet épousé une certaine Marguerite Baumgartner, qui n'est autre que l'auteur de La cuisinière du Haut-Rhin. Cet ouvrage clé de la gastronomie alsacienne est l'un des premiers rédigés par une femme au début du XIXe siècle, et de nombreux exemplaires en ont été numérisés dans notre établissement. Pour conclure cette présentation, il faut reconnaître plusieurs qualités à cet ouvrage. Tout d'abord, il procure un immense plaisir visuel au lecteur du fait de sa variété de planches et des couleurs vives des blasons. Ensuite, il est encore d'une grande aide pour le chercheur d'aujourd'hui, soucieux d'éviter les erreurs d'homonymie dans ces grandes familles. Le travail de Nicolas Erzam est tellement précis qu'il reste tout à fait exploitable. Nous vous laissons aller consulter ce trésor en ligne sur notre catalogue.